Alexandre Wizy, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, avec nous également Jean-François Husson, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Meurthe-et-Moselle, rapporteur général du budget, également avec nous Laure Darcos, bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Indépendants de l'Essonne et Pierre Barros, merci et bienvenue pour ce débat. Vous êtes sénateur communiste du Val d'Oise. Ensemble, nous allons continuer à parler de la crise politique et on va commencer par l'une des premières victimes potentielles de cette crise. Je veux parler de la loi de finances, le budget pour l'année prochaine. Écoutez ce matin le Premier ministre démissionnaire. J'ai de bonnes raisons de vous dire que, parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques de l'UDI, de l'IOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Tout le monde s'accorde à dire, en tout cas dans les rendez-vous que j'ai eus hier, que la cible de déficit public doit être en dessous de 5% du déficit, et c'est-à-dire en clair entre 4,7 et 5% de manière définitive. En tout cas, je vous rends compte de ce qui m'a été dit par les différentes formations politiques qui témoignent d'ailleurs d'un chemin de responsabilité. Jean-François Husson, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'il faut absolument un budget pour Noël? Et très pédagogiquement, quel serait l'impact si nous n'avons pas de budget présenté le 13 octobre, la semaine prochaine? Oui, je dis et je répète depuis plusieurs semaines que si nous voulons servir la France, il faut lui donner un budget avant le 31 décembre et que ça doit être notre seule priorité. Pour une raison simple, c'est que d'abord, nous n'honorerions pas les mandats pour lesquels nous sommes élus, et dans le vent, les vents contraires que nous affrontons, la classe politique et les institutions. Je pense qu'il faut à la fois faire face et montrer qu'on est tous animés d'un esprit de responsabilité, de convergence et j'ose dire de concorde, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse nos différences et que le choix qu'ont fait les Français d'avoir une grande variété de représentation à l'Assemblée nationale, ce qui complique les choix majoritaires puisqu'on en est loin, eh bien, par le jeu des deux chambres et par le travail des deux chambres et les bonnes volontés, eh ben, nous devons répondre à cette contradiction, une grande diversité d'opinions, et être capable de nous montrer d'accord et cohérent pour donner à la France et aux Français les moyens d'être, dotés d'un budget pour l'année prochaine. Alexandre Wizy, on a entendu le Premier ministre démissionnaire ce matin. Il y a des conséquences économiques, sociales, en matière d'emploi si la crise politique se poursuit. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut à tout prix aujourd'hui éviter une dissolution qui empêcherait le budget de pouvoir être débattu? D'abord, en effet, et je partage cela avec M. Husson, je crois qu'il est essentiel que le pays ait un budget pour avancer. Et je crois qu'en fait, ce point-là fait consensus au sein de la classe politique. La question qui se pose... je ne crois pas. Si le Rassemblement national appelle par exemple à la dissolution, c'est bien parce qu'ils estiment qu'il faut d'abord une dissolution et que le budget peut passer après, qu'il peut y avoir une loi spéciale, etc. Alors, entendu. Alors, ça fait, en tout cas, chez les socialistes, vous avez raison, il est entendu qu'il faut que le pays ait un budget. Maintenant, ce qui fait le cœur de la discussion, c'est quel budget nous donnons au pays. Et nous, ce que nous disons depuis des mois, et d'ailleurs nous en avons fait la démonstration, je rappelle que les socialistes sont la seule opposition de l'histoire de la Ve République à avoir accepté un accord de non-censure l'année dernière. Nous, ce que nous disons, c'est que cela appelle des compromis. Donc la stabilité, oui, mais il faut du changement dans la politique qui est conduite. C'est pour ça qu'on a proposé un contre-budget dont les principales mesures sont aujourd'hui, je crois, bien connues. Un changement sur la justice fiscale, clair, important, massif, pour montrer que les plus riches de ce pays contribuent à la solidarité fiscale et à la solidarité nationale. Un changement aussi dans le paramétrage de l'effort qui est demandé, parce que l'effort, schéma Bayrou, c'est un effort qui est
absolument trop dures, qui cassent l'économie, qui cassent la croissance. On a entendu ce matin des premiers bougers du Premier ministre sur le sujet. La question de la réforme des retraites, avec la question de la réparation démocratique qui a eu lieu, avec une réforme qui a été adoptée très brutalement. Là aussi, on a entendu des choses ce matin. Donc vous voyez, l'idée, la question maintenant, c'est de voir si nous parvenons à faire ce compromis. Nous nous disons aujourd'hui que le point d'appui nécessaire de tout ça, parce que le pays demande du changement, c'est que la gauche soit au gouvernement, mais nous savons que nous n'avons pas la majorité absolue dans la Chambre. Seul, oui. Donc nous avons des compromis à partir de ce que nous portons. Des compromis pour avoir un accord de non-censure avec les macronistes, avec... Je crois que, honnêtement, aujourd'hui, il y a, quand j'entends les Républicains, je comprends pas ce que disent les Républicains, et je pense que pas grand monde dans le pays, en ce moment, et je ne dis pas ça pour vous faire injure, Monsieur Husson, j'ai beaucoup de respect pour le rapporteur général du budget que vous êtes ici, mais c'est absolument incompréhensible ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que sur le sujet des socialistes à Matignon, vous avez, et de la réforme des retraites, par exemple, pour vous donner un exemple, vous avez Julien Dive à l'Assemblée qui fait un tweet pour contredire le président du parti Retailleau en disant mais nous, c'est nous qui déciderons, et puis la réforme des retraites, d'ailleurs il y avait eu des voix LR qui étaient contre la réforme des retraites. Contre la réforme des retraites. Oui. Donc en fait aujourd'hui les LR c'est l'auberge espagnole, personne n'y comprend vraiment grand-chose à ce qui se passe en leur sein. Et puis par ailleurs il y a eu des actes politiques des LR ces dernières 24 heures qui sont pour nous des actes politiques terribles. C'est-à-dire quand c'était évoqué je crois dans le plateau juste avant, quand le président des LR appelle à faire battre la législative dans le Tarn-et-Garonne socialiste en soutien du RN. Franchement Monsieur Husson là-dessus j'aimerais vous entendre. Je vois bien qu'ils sont partis dans autre chose, peut-être une alliance de revers avec le RN, enfin que sais-je, ils sont dans un autre monde, ils n'ont plus rien à voir finalement avec nous. Donc peut-être qu'en effet c'est avec ceux qui ont fait Front Républicain, c'est-à-dire avec les macronistes et l'Assemblée nationale, que peut-être un compromis est possible. À eux de le montrer aussi. On entend des premières voix, pas des moindres, quand même une ancienne première ministre qui accepte de dire que la réforme Elisabeth qui porte Borne, son nom, qui a dit qu'elle était d'accord avec la suspension de la réforme si cela pouvait apporter de l'apaisement. Juste oui, sur ce point, Monsieur Ouvy, eh bien, Madame Borne a été démentie par des tweets qui ont été interceptés, des conversations sur la boucle Renaissance, où les autres députés Renaissance n'étaient absolument pas au courant de ce qu'elle disait. Donc il y a aussi une sortie de la friture à titre personnel, quoi. Qu'elle aurait sorti à titre personnel, et que beaucoup de députés Renaissance trouvaient qu'en effet abroger une réforme qui est peut-être la seule sur laquelle ils peuvent espérer avoir entre guillemets un bilan, en tout cas côté macroniste, je pense qu'elle a aussi parlé en son nom. Donc les cafouillages ne sont pas, les fritures ne sont pas que à droite. C'est un peu il y en a aussi compliqué. dans le socle commun. On voit que c'est quand même extrêmement compliqué. Mais que pour actuellement. nous socialistes qui parlons d'une seule voix, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile. Et ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner actuellement. La situation est suffisamment grave pour que nous le fassions. Et donc, on essaye de trouver un chemin, mais on n'a pas vraiment d'interlocuteur avec qui discuter, en fait. Oui. Vous dites qu'il y a de la friture, effectivement. Non, mais sur les retraites, si on en vient à ce sujet, mais je veux pas non plus, si c'était votre sujet d'après, mais honnêtement, parler, ce qu'on avait toujours dit nous chez Horizon, parler de la pénibilité ou de la retraite, des retraites des femmes, etc. Sur ces points-là, bien évidemment. D'ailleurs, au Sénat, on avait fait des propositions à l'époque de la réforme, mais ni l'abrogation, ni la suspension. Enfin, je veux dire, on ne peut pas, le pays ne peut pas se le permettre. Enfin, je veux dire, par rapport aux autres pays, on est déjà très en retard. Et honnêtement, on peut faire d'autres choses, mais ça n'est pas possible. Je pense que c'est même pas au regard de notre actuel on va dire esprit de sauver la mission impossible de Le Cornu, c'est même par rapport aux autres pays européens qui nous entourent, c'est impossible. On va écouter un peu sur votre ligne ce qu'a dit Ronan Lescure, le ministre démissionnaire de l'économie, qui souligne bien ce que coûterait la suspension de la réforme des retraites. Modifier la réforme des retraites, ça va coûter des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027. On a besoin qu'une majorité de l'Assemblée nationale se mette d'accord pour ne pas censurer un gouvernement et faire passer un budget. Il faut que tout le monde fasse des concessions. Donc ce que je vous dis, c'est que moi je suis prêt à faire des concessions. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'elles auront tout un prix et qu'il va falloir les financer. Voilà, il va falloir le financer. Pierre Barros, vous êtes d'accord pour la suspension de la réforme des retraites, mais comment on la finance ? Ça rejoint la question précédente. Enfin, à un moment donné, il faut avoir des moyens pour être à la hauteur des politiques que l'on veut mener. Et là, le budget qui va arriver là, c'est le budget Bayrou, qui a commencé en construction à partir du mois de février. Enfin, je parle sous contrôle du rapporteur. Donc là, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs scénarios. C'est amendable. François Bayrou n'est plus là. Ouais, François Bayrou n'est plus là, mais son budget, tout le travail budgétaire a commencé sous l'ère Bayrou. Et
quoi qu'il arrive, c'est ce budget-là qui va arriver à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après ça, l'Assemblée nationale existera-t-elle encore à la fin de la semaine? Ça, c'est encore un sujet. Donc la question du calendrier budgétaire, on est déjà très en retard et l'objectif de tenir un budget qui soit passé par le Parlement au 31 décembre est tout à fait hypothétique. En tout cas, je pense que tout est ouvert. Enfin, on va pas s'appuyer sur l'étude des uns. Illusoire pour vous, vu le contexte politique. J'en sais rien. En tout cas, on est dans un tel brouillard politique avec les interventions des uns et des autres. On sent bien qu'il n'y a plus de parole unique à peu près nulle part. J'ai comme ça globalisé en étant tout à fait rond. Et c'est un peu sauf qui peut, et c'est les interventions des uns. Enfin, on sent bien que du côté des députés, tout le monde est rentré en campagne. Oui. Et donc on est sur des trajectoires individuelles. Ça fait partie des difficultés quand même, que tout le monde ait soit sa propre campagne en tête, soit la présidentielle en tête. Au Sénat, je pense qu'on arriverait en fait à trouver. Alors, il n'y a pas les mêmes enjeux électoraux. Pour revenir sur la question du budget, de toute façon on aura un budget, il faut un budget, Jean-François Husson a tout à fait raison, on est tous d'accord là-dessus. Pour la bonne raison, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça tourne, il faut que les collectivités savent exactement ce à quoi il faut s'attendre, et après ça, toutes les associations, enfin toute la vie de la France, à un moment donné, raccorder un budget. Par contre, c'est quel budget? Enfin, est-ce que ce sera un budget qui sera plus juste socialement, plus juste sur à peu près les sujets? Malheureusement, ça va être le budget des Bayrou. Donc, le travail, s'il est maintenu, s'il est conforté du Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, de manière qualitative, en respectant enfin les institutions. Et j'ai participé à l'EF 2025 l'année dernière. On a fait un travail très important au Sénat pendant toute une semaine sur la question des recettes, avec un test qui arrive après ça le dimanche matin, qui balaye l'ensemble des avancées, des travaux qui avaient été acquis dans le cadre de la discussion, de vote, je pourrais même éventuellement de consensus. Et là-dessus, le gouvernement s'était assis copieusement sur le travail du Sénat, même du Sénat. Donc, un budget, à un moment donné, ça se vote, ça se travaille, ça s'amende de manière tout à fait républicaine. Et c'est ce budget-là qu'on doit obtenir. Mais par contre, il y a des règles du jeu, il y a un cadre qu'il faut savoir respecter. Allez, on va se rendre tout de suite salle des conférences, rejoindre Quentin. Quentin qui se trouve avec Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste, qui lui aussi a participé cet après-midi aux consultations de la dernière chance avec le Premier ministre démissionnaire. Bonjour Guillaume Gontard. Bonjour Guillaume Gontard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici en direct. Et c'est vrai, vous étiez vous aussi à Matignon il y a quelques minutes, quelques heures. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de cette rencontre? Comment vous l'avez trouvé, vous, le Premier ministre démissionnaire? Alors le Premier ministre démissionnaire, d'abord, qui s'est présenté comme un préfigurateur. Donc c'est le terme qu'il a employé. C'est le terme qu'il a employé en nous disant que justement il n'était pas Premier ministre et donc c'était pas à lui d'arbitrer comme on a pu avoir pour la première réunion, mais d'être dans ce rôle de préfigurateur et de donner en fait ce qu'il nous a dit qu'il donnerait sa copie ce soir au président de la République pour dire ben voilà ce que chaque groupe pense, quel est la voie possible, et en disant que s'il n'y avait pas de voie, du coup ça serait la dissolution. Mais surtout en appuyant beaucoup sur l'inquiétude qu'il pouvait y avoir face à une dissolution, et donc l'inquiétude notamment de l'extrême droite, et donc il a beaucoup appuyé sur cet aspect-là. Il a joué sur cette corde avec vous. Oui, mais j'ai surtout vu, moi j'ai eu l'impression de revoir Emmanuel Macron il y a 1 an, et j'avais cette impression en fait que ça soit Emmanuel Macron ou que ça soit notre démissionnaire ou notre préfigurateur, d'avoir la solution sous les yeux. De l'avoir là, mais de tourner autour et de ne pas vouloir la mettre en place, quoi. C'est-à-dire, c'est tout simplement c'est tout simplement de dire qu'à un moment donné, la solution, c'est celle de nommer un Premier ministre ou une Première ministre de la gauche et des écologistes, tout simplement parce qu'on nous a expliqué qu'attention, stabilité, etc. On a vu qu'on a eu 3 Premiers ministres, il y a eu 3 tentatives, que ça n'a pas été stable du tout, qu'on est dans une crise sans précédent. Oui. Et puis que voilà, on voit bien que cette voie, cette ligne qui se trace, elle est à travers justement la nomination d'un ou d'une première ministre gauche et écologiste. Mais vous y croyez? Parce que Marine Tondelier a semblé très optimiste à la sortie de Matignon. Est-ce qu'il a pu vous donner des gages ou peut-être tendre une perche pour vous signaler que c'était une option possible? Mais en réalité, on est optimiste. Pourquoi? Parce que nous aussi, on sait et on le voit depuis le début que c'est la solution. Et qu'à un moment donné, il y a quand même, parce que derrière ce qu'on est en train de se dire, il y a des Françaises et des Français qui, eux, attendent pour leur quotidien, pour leur pouvoir de vivre, pour leur santé, pour
justement plus de justice fiscale et justice sociale, pour une lutte contre le réchauffement climatique. Et donc il y a ces attentes qui sont très fortes, et donc une besoin de perspective, une besoin d'avancer, une besoin aussi d'une bifurcation politique, parce que c'est ce qui est demandé par les Françaises et les Français. Est-ce qu'avec Sébastien Lecornu, vous avez évoqué la suspension de la réforme des retraites? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous lui en avez parlé? Alors, comme je vous dis, il s'est mis en tant que préfigurateur, donc en nous disant bien que c'est pas lui qui allait arbitrer sur ces aspects-là. Donc sur la question de la réforme de retraite, on a eu des indications, mais qui sont très clairement très floues sur ce qui pourrait se faire. Mais encore une fois, nous, ce qu'on attend, c'est la nomination d'un ou d'une première ministre de la gauche et des écologistes, et ensuite le travail pourra se faire et pourra enfin se faire, et on pourra avancer pour donner un avenir aux Françaises et aux Français. Si Sébastien Lecornu ce soir aux 20h de route, il détaille tout cela aux 20h, mais que demain le président de la République ne choisit pas un premier ministre de gauche et choisit de dissoudre, qu'est-ce qui se passe à gauche? Est-ce qu'on repart avec les alliances du NFP comme en 2024? Est-ce qu'il y aura une recomposition à gauche s'il y avait des législatives anticipées? D'abord, on est déjà prêt, parce que cette éventualité d'une dissolution, oui, on la connaît. C'est la responsabilité du président de la République. Répartis les circonscriptions. On est prêt, ça se discute, ça se travaille. Et ensuite, sur la question du périmètre, évidemment que les choses vont être discutées. Mais je n'imagine pas une seule seconde que tous ceux qui ont porté le nouveau Front populaire, tous ceux qui se battent encore aujourd'hui justement pour pouvoir faire en sorte que nos idées arrivent au pouvoir, demain, dans le cas d'une dissolution, changeraient d'avis. Je suis persuadé qu'on retrouvera un périmètre le plus large possible de la gauche et des écologistes, et tous ceux qui se retrouvent derrière ce programme se retrouveront, parce qu'on est responsable et parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour notre pays. Eh bien, merci. Merci Guillaume Gontard. On suivra tous ces feuilletons, tous les épisodes, heure par heure, jour par jour, ensemble. Merci à vous. Merci. Stam. Merci beaucoup Quentin. Les écologistes, les socialistes qui appellent donc à avoir désormais Matignon et à savoir un gouvernement de gauche. Est-ce que Jean-François Husson, vous censurez tout gouvernement de gauche, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, tout comme Bruno Retailleau a dit qu'aucune voix ne devait aller à la gauche dans la législative du Tarn-et-Garonne? La difficulté, c'est d'abord de savoir, comment dirais-je, qui pourrait non seulement animer, mais qui ferait partie d'un gouvernement de gauche. Si c'est pas avoir un gouvernement de gauche qui va des plus modérés de la gauche, en passant par les écologistes, les socialistes, les communistes, des reconstructeurs et LFI, c'est sans moi. Et ensuite, si c'est sans LFI, est-ce que c'est ça le sujet? Écoutez, il faut regarder dans ce cas-là ce que d'abord le choix du président de la République. Le président de la République, il doit aujourd'hui faire en sorte de trouver un homme ou une femme au poste de Premier ministre capable de parler à, je dirais, une coalition la plus large possible, qui fait passer les intérêts du pays, de la France et des Français en priorité absolue. Et je pense qu'il faut que les uns et les autres se détendent, pas trop d'oukases, pas trop de lignes rouges, et on met en commun. Mais il faut aller vite. Et donc, de mon point de vue, si on va aller vite et tenir l'objectif 31 décembre, il faut nommer un Premier ministre, déposer un projet de loi, on l'amendera, ça peut être très, comment dirais-je, sportif, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous contraindre. Alors, c'est parfaitement... Mais quel Premier ministre? Avec quelle couleur politique? Un Premier ministre techno à ce moment-là? Vous savez, alors moi je vais vous donner mon sentiment. Les Premiers ministres techno ou techniques, ils ont... pourquoi pas? Je vais même aller jusque-là. Mais la politique, elle doit être animée, pilotée par des politiques. Et vous pouvez regarder en général, 8 à 9 fois sur 10, les ministres très techno ou très techniques, il leur manque le rapport à l'homme, le rapport au territoire, le rapport aux enjeux politiques. En général, ces gens-là, ils sont dans des institutions, des partenaires, ils sont à Bercy. Voilà, il y a beaucoup d'endroits, c'est la complémentarité. Quand vous faites un mélange des gens, on ne s'y retrouve plus. Mais regardez, 1er septembre 2024, 8 octobre 2025, on va avoir, ou 10 octobre, on va avoir 5 premiers ministres. Oui. Ça suffit. Le grand bazar, ça suffit. Donc je demande au président de la République aujourd'hui d'agir vite pour permettre à notre pays de garder un cap et de se doter d'un budget, parce que nous y sommes prêts. Lord Darcos, le grand bazar, ça suffit. Édouard Philippe, le président d'Horizon, est jusqu'à évoquer une présidentielle anticipée.
est-ce que c'est Emmanuel Macron le problème? Je dis pas qu'on en est là, hein, mais je dis mais est-ce que il faut aller jusque là si tel est le problème? Moi, je dis qu'une façon d'être le garant des institutions, c'est de faire en sorte qu'elles puissent être préservées et qu'on puisse épargner au pays 18 mois d'une crise politique délétère. On peut très bien imaginer que dès lors que le budget est adopté, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée. Oui, mais s'il est allé jusque là, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. On est dans une crise majeure qu'une dissolution malheureusement ne résoudrait pas, puisque ça sera à mon avis donner des voix et des sièges supplémentaires aux extrêmes, hein, donc ça sera toujours aussi ingouvernable. Et en effet, comme le dit Jean-François, mais comme vous dites aussi, mes chers confrères, là, la France, les Français sont extrêmement inquiets. C'est de notre responsabilité de faire ce budget. Moi, je vous dis, à part la ligne rouge qui est cette abrogation, cette suspension des retraites, je pense que sur plein d'autres sujets, on peut arriver à se mettre d'accord. Vous avez pendant si c'est une ligne des rouge, mois, vous voyez bien que c'est impossible de vous mettre d'accord avec la gauche. À la place de la taxe Zuckman, on a des possibilités pour taxer certaines holdings hors actifs professionnels ou autres. Il y a des choses pour pouvoir, en effet, plus de justice fiscale. On y est tout à fait prêt. Mais très honnêtement, je suis comme Jean-François. C'est urgent qu'il nous trouve une solution avec un nouveau président, un nouveau ministre, un premier ministre, techno ou pas, c'est lapsus. Mais je pense qu'en effet, si on est arrivé jusque-là au côté horizon, c'est qu'en 2022, Édouard Philippe a été le premier après les élections législatives à dire il faut tendre la main pour qu'il y ait un gouvernement jusqu'au LR. En 2024, après la dissolution, que ça aille jusqu'aux démocrates sociaux et qu'on ait encore une coalition plus large. Et on voit bien qu'à chaque fois, le président n'écoute pas, s'est enfermé. C'est très inquiétant. Oui, il a refusé d'avoir perdu les le pauvre Sébastien Lecornu, je pense que de bonne foi, les 15 premiers jours, il a essayé d'essayer de construire quelque chose sur le comment le faire et avec qui, mais sans parler politique politicienne. Et on voit bien que c'est Macron qui a repris la main dans le dernier week-end et que le gouvernement, il a été formé la voix de par Macron. Voilà. Bruno Le Maire notamment aux armées notamment. Est-ce que c'était signé Emmanuel Macron? Voilà. Donc c'est pour ça qu'en effet on était jusque là. À la différence des LFI, on lui laisse le choix de décider quand il s'en va, de décider quand est-ce qu'il doit s'en aller, mais d'avoir un geste gaullien vraiment et de pouvoir se dire on ne tient pas un an et demi comme ça encore d'instabilité. Oui, il y a la question aussi dans ces circonstances, c'est un petit peu que pensent les Français de ce spectacle qu'offre aujourd'hui la politique. Eh bien, je vous propose d'écouter ce qu'en a dit Marine Le Pen tout à l'heure. Regardez. C'est pas les Français. Telle qu'en elle-même. Ce qu'elle arrive parfois à cacher à l'opinion publique, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se couper un membre pour conserver leur place, pour conserver leur mandat, et des gens qui en réalité crèvent de peur de l'élection. Ce qui, quand on fait de la politique, est quand même assez problématique. Voilà. Ils crèvent de peur de retourner devant les électeurs. Quand on est un élu et qu'on a peur de retourner devant les électeurs, il faut arrêter d'être élu. Il faut faire autre chose. Parce que le spectacle qui est donné est désespérant. Est-ce que le spectacle qui est donné est désespérant? Alors, je ne reprends pas tout ce que dit Marine Le Pen, mais c'est aussi quand même ce qui ressort de ce que pensent aujourd'hui les Français qui considèrent que tout cela, c'est une forme de cirque, finalement, Alexandre Huizille. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne crevons pas de peur. Les élections, si elles doivent être convoquées, elles seront convoquées. Et s'il y a dissolution, nous présenterons ce en quoi nous croyons devant les électeurs. Il y a aucun... Vous ne tremblez pas devant la dissolution, ce que vous voulez nous dire. Mais en revanche, on cherche des solutions. Parce que rien ne nous dit que la dissolution réglera quoi que ce soit de l'équilibre institutionnel du pays. Et que, en fait, la pluralité politique dans laquelle nous sommes entrés est une donnée fondamentale, non pas une donnée passagère, non pas un vague sujet. C'est la bipartition a explosé vers un paysage qui est beaucoup plus divers. C'est une donnée de fond. Et quand j'entends Madame Le Pen qui a toute sa vie été pour la proportionnelle et qui maintenant dit il faudrait retourner aux élections parce qu'elle aurait une majorité absolue ou que sais-je. Voilà. Nous on cherche des solutions, d'accord. On considère en revanche, et alors on ne demande pas la démission ni la dissolution, mais quand même, le président de la République a une responsabilité immense. Il est, selon la Constitution, le garant du fonctionnement régulier des institutions. Moi, j'analyse la situation comme suit. Le socle commun,
a été une invention pour ne pas appeler la gauche aux responsabilités. Alors qu'avec les LREM, les gens du président, entre guillemets, nous avions fait Front républicain, ils se sont adossés au LR pour justifier de ne pas appeler la gauche aux responsabilités et pour justifier de ne pas faire un changement de cap de politique économique. Et qu'aujourd'hui, le socle commun s'est effondré sous ses propres contradictions, sous les propres ambitions aussi des uns et des autres, et que donc la solution est d'appeler ceux qui n'ont pas gagné les élections de manière incroyable et devant tout le monde avec une majorité nette ça, mais qui étaient devant et qui aujourd'hui vous dit... Il faut au moins tester cette hypothèse. Oui, je crois, oui. Oui. Je crois, c'était le résultat des urnes, peut-être on peut le tester. Et qui en plus vous disent pas, on a gagné, on va tout appliquer, qui vous disent, on va partir de nos idées et on va chercher des compromis. Je pense que les Français, ils le comprennent et ils l'entendent. Et concernant le grand bordel, excusez-moi pour une fois, j'ai vraiment prêché un peu pour ma paroisse, ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'on n'y participe pas. Avec les socialistes, on dévie pas. On dit qu'on veut aller au gouvernement et on dit qu'on veut passer des compromis. Je crois que les Français ils sont capables d'entendre ce message-là et qu'ils le comprennent très bien, contrairement à ce que dit Marine Le Pen. Est-ce que sincèrement vous avez vraiment envie? Oui. Pardon, excusez-moi, sans LFI? Mais les choses elles sont très claires. Hein. Les Insoumis ne veulent pas aller au gouvernement. Ils demandent, comme vous désormais, enfin pas exactement comme vous, pas tout à fait. Mais finalement de manière plus proche de vous, la destitution du président de la République, nous ne la demandons pas. Donc vous voyez, donc de fait on n'est pas du tout sur les mêmes trajectoires que la France insoumise. Pierre Barros, un mot sur ce spectacle auquel on assiste, l'impression quand même que la fonction politique, pour les Français, est aujourd'hui fortement démonétisée. On a tous parlé des ambitions pour 2027, de l'impression qu'Emmanuel Macron a lu le scrutin tel qu'il le voulait, qu'on voit beaucoup d'alliances tactiques, qu'on voit des valses d'ego aussi aujourd'hui dans cette séquence. Moi, je trouve que, je me sens pas responsable en tant que parlementaire, je me sens encore moins responsable en tant que maire. Je pense que tous les élus locaux, tous les élus du Parlement, tous les gens qui vont au scrutin, qui vont aux élections, qui font le boulot sur le terrain, qui font le boulot à l'Assemblée nationale et au Sénat, on n'est pas responsable de la situation dans laquelle on est. Vous la subissez. On l'a subi et on l'a subi durement, d'une manière différente quand on est parlementaire, quand on est élu local, évidemment, sauf que on est souvent, je suis encore conseiller municipal chez moi, on est aussi élu dans des conseils départementaux ou à la région, nous on est au boulot. On est au boulot. Et c'est vrai que la responsabilité du président, elle est colossale, parce que c'est quand même un tueur de gouvernement, de Premier ministre, c'est un spécialiste du contournement de la règle, du Parlement, des corps intermédiaires que sont aussi les partis politiques. On est quand même quelqu'un qui saccage la vie politique depuis maintenant 2017. Et c'est pas étonnant, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de parcours politique. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie avec, je dirais même la peuplée, les gens qui sont au boulot quotidiennement pour faire en sorte d'organiser comme ça l'ensemble des services publics, de tout ce qui tourne autour des personnes, de la vie. Il a certainement plein de compétences, mais celle des questions de la politique, c'est pas son sujet. Et c'est là où on est face à quelque chose qui est désastreux depuis les dernières élections, où il a été quand même élu face à Marine Le Pen dans le cadre d'un programme et d'un accord aussi, et d'un engagement pour faire barrage encore plus fortement au Front National et donc de développer des politiques et du sens pour les gens. Et en fait, la rupture, elle n'a pas eu lieu. Et moi, ça me rappelle en 2002, quand Chirac est arrivé aussi face à Jean-Marie Le Pen. Il a été élu avec un contrat social, avec quelque chose de très important. La population a fortement... il y avait un espoir. Il y a eu un rejet comme ça du Front National à l'époque. C'est la même famille que Marine Le Pen. Là, c'est pareil. Les choses, le rendez-vous n'a pas eu lieu malheureusement, et on l'a payé très cher. On a payé tous les partis, qui respectent la République, l'ont payé très cher. Et là, on renouvelle l'expérience, et je trouve que c'est pas à la hauteur, en effet, de toutes les personnes qui donnent de leur temps, de leur engagement et tous les élus. Et je trouve qu'on a vraiment un sujet de ce côté-là. Sur les élus locaux, pardon, excusez-moi, mais ce matin sur votre antenne, il y avait le vice-président de l'association des maires ruraux de France, qui nous disait, mais on attendait de pied ferme cette proposition de loi sur le statut de l'élu. Et c'est quelque chose que nous aussi on attend depuis un moment et qui devrait être en effet on attend la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de textes très attendus, très importants. C'est honteux pour eux, parce qu'ils disent voilà, nous déjà on espère. Et d'ailleurs je l'ai dit à Édouard Philippe quand il a annoncé ça hier matin. Je dis attention de bien montrer aussi aux élus, à ceux qui vont se présenter au municipal en mars prochain, que c'est aussi une priorité, parce que seuls élus
que les habitants respectent encore, parce qu'ils sont de proximité, parce qu'ils les connaissent, et qu'au fond, ils vont s'accrocher à cette stabilité-là, institutionnelle. Et il faut surtout pas que, quel que soit la crise de régime, on puisse, à mon avis, interférer sur cette élection municipale, qui est très important. Et d'ici là, qu'on ait voté les textes qu'ils attendent. Il ne faut pas de présidentielle anticipée avant les municipales, parce que ça paraît compliqué de tout faire. Mais c'est bien pour ça. Jean-François Husson. Sur ce spectacle qu'offre la politique, la difficulté que ça peut représenter. Aussi, en termes de travail parlementaire, ce que vous l'avez dit, il y a un certain nombre de priorités, de sujets extrêmement importants qui devaient passer par le Parlement. Enfin, je veux dire, on parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle de la fin de vie, on parle du budget qui pourrait peut-être ne pas avoir lieu. Aujourd'hui, il est désolant, il est désespérant, il provoque la lassitude, et je le dis, la colère, l'irritation, le ras-le-bol de nos concitoyens. Enfin, le nier serait une faute. Ça voudrait dire qu'on n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, on peut tous dire oui, mais nous, je suis d'accord. On donne le meilleur de nous-mêmes. Mais nos électeurs, ils nous disent heureusement qu'un tel, vous êtes là. Oui. Mais le dimanche, ils votent pas. Ils votent pas pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que les votes qu'ils ont exprimés depuis un certain temps n'ont pas été suivis d'effets avec des réalisations concrètes, des résultats favorables, et ils se sont détournés de nous. En 2022, vous avez 30% Le Pen, 20% Mélenchon, 20% qui s'abstiennent. Il y a 70% des Français qui s'éloignent de l'arc qui est devant vous. Donc il faut quand même qu'on en ait conscience, et donc il faut se mettre, moi j'ai l'habitude de dire, il faut se mettre minable, il faut se reprendre, et il faut agir avec sincérité. On donne nos priorités. Quelles sont aujourd'hui, globalement, nos grandes idées? On n'en a plus de cours d'école. Alors, c'est celui-ci qui déclare. Enfin, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour les trois qui se sont exprimés, les trois anciens premiers ministres. Mais quand même, 1, 2, 3. Combien de temps ça va durer? C'est pas à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens. Et je suis pas donneur de leçons. Je dis simplement, aujourd'hui, on doit, avoir un gouvernement de combat et un gouvernement qui met la réussite de la France d'abord, mais la réussite de la France pour les Français. Il faut donc dire la vérité, il faut arrêter de raconter des bobards. Voilà, je crois que quand même, le retour à 1980, c'est aller à contre-courant. Voilà. Je le dis, mais une fois qu'on a dit ça, il faut se mettre ensemble au travail et vite pour être efficace. Allez, il nous reste 3 minutes. Cela aussi dans un contexte européen, Alexandre Wizy, où de plus en plus nous sommes observés par nos voisins comme l'homme malade de l'Europe. Au niveau politique, on se rappelle quand on regardait la Belgique qui était restée sans gouvernement pendant 541 jours en 2011. On n'en est pas si loin aujourd'hui ? En tout cas, c'est sûr qu'au niveau européen, l'image que renvoie le pays n'est pas bonne. Et qu'on est dans un moment, en plus, où on est face à des enjeux qui sont colossaux, des enjeux en matière de défense, des enjeux sur le continent européen. Donc oui, il faut sortir vite de la crise. Moi, ce que je dirais, c'est que maintenant, il faut aussi que... Là, on s'est redonné 48 heures. Enfin, le président doit aussi dire quelque chose. Je veux dire, le président ne s'est pas exprimé. Enfin, vous vous rendez compte quand même. Le garant des institutions ne s'est pas exprimé depuis 48 heures. Ça me semble totalement délirant. C'est délirant, Pierre Barros. Je vous donne cette phrase de l'ancien Premier ministre belge socialiste Elio Di Rupo, une France affaiblie, c'est l'Europe affaiblie. Mais c'est vrai qu'on a un président qui prend toujours le contre-pied, qui annonce toujours quelque chose qu'on n'attend pas. Enfin, il essaye de capter le rythme, d'être maître comme ça du tempo, mais on peut pas incarner, on peut pas être maîtriser l'ensemble de ces choses-là. Et je pense qu'il faut savoir écouter, il faut savoir aussi en politique se dire, des fois on a fait une bêtise, on revient dessus. C'est compliqué, mais ça peut être tout à fait honorable. Et puis à un moment donné, travailler sur la diversité, constituer un gouvernement de gauche avec un président. La cohabitation, ça existait à un moment donné, ça avait plutôt bien marché. On n'a pas. Ça n'a pas si mal marché quand on regarde où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas si mal marché que ça. Et à un moment donné, en effet, quand chacun fait son travail et juste son travail et s'assure du travail aussi des autres, à un moment donné, on a une mécanique qui fonctionne bien. Donc le président doit faire son boulot. Après ça, un premier ministre doit nommer un gouvernement. La gauche est gérée dans les territoires, dans les régions, dans les départements, dans les communes. L'union de la gauche, ça fonctionne globalement sur nos collectivités. Et donc, ça fonctionne au niveau territorial. On sait équilibrer les budgets, on sait porter
porter des politiques publiques, on sait mettre en place et faire vivre des services à la population, être tout à fait dans l'innovation, dans l'accompagnement économique. Ça, on sait le faire. Et donc, pourquoi pas un gouvernement du nom de la gauche aussi qui porterait ce genre de projet. Si c'est avec la France insoumise, c'est non. Et sans la France insoumise, il n'y a pas la maille pour la gauche aujourd'hui. Il y a un problème arithmétique. Ah oui. Et puis, on a récupéré en 2015 un département avec 108 millions d'euros de cavalerie de la gauche. Donc, il y a de temps en temps quand même des petits problèmes. Parce que très ça souvent. Peut arriver, mais non, mais puis voilà, je le dis sans forfanterie. Je pense que il y a des mauvais, des bons gestionnaires. Vous avez voilà. Cet esprit peut-être très généreux en termes budgétaires, etc. Et que très souvent, il faut être amené à une réalité souvent plus dure. Je le dis d'autant plus que je suis à côté d'un rapporteur général, que j'ai souvent embêté sur les budgets de la culture ou de la recherche. Quand il me voit arriver dans l'hémicycle, il dit ça y est, elle va encore me demander des choses. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir rester ferme. C'est notre responsabilité, de toute façon. Mais la rigueur budgétaire, où tout le monde le fait. Enfin, le rapporteur général pourra vous dire que sur les 20 dernières années, c'est la gauche qui a réduit les déficits et la droite qui les a creusés. Est-ce que vous allez dire ça, monsieur le rapporteur général, les années Hollande, mais avec une manne financière. Non, mais attendez, reconnaissez avec une manne financière qu'on n'avait pas. C'est un peu Pinocchio, là. C'est un peu Pinocchio. Ah, écoutez, ça sera le mot de la fin. Très bien.